le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Et nous avons osé l'inviter Martin Dust, fondateur du Cabaret de Poussière, artiste multiple, qui à la fois écrit, interprète, chante, danse, se met à nu, compose, fait des puzzles, se sape, je peux continuer énormément de qualité, marche, respire chaque jour avec encore plus de prestance. Rebonjour Martin, c'est un peu con, c'est déjà dit bonjour. Bonsoir. Mais voilà, juste pour ce moment, pour que vous puissiez en profiter. Alors, ce moment d'interview va se passer en 2 parties. Je vais te faire une biof. C'est une bio, mais bof. C'est pour moins travailler. Non, c'est une bio approximative avec volontairement des erreurs pour que tu m'interrompes avec un buzzer imaginaire qui fait le son de ton choix. Moi, j'ai mis Bravo les lesbiennes ou Radio Nova. Radio Nova. Ou Xavier Belin, peut-être. Xavier Belin. Ou Radio Nova. Radio Nova ? Radio Nova, Bravo les lesbiennes, je pense les deux. Ok, tu t'amuseras comme tu le souhaites. Donc voilà, en fait, quand je fais une erreur, tu m'interromps, tu me reprends pour te raconter un peu. Si Audrey veut intervenir et te poser une question, Yael le fera évidemment. Et ensuite, Yael te posera plus des questions confidences et un peu deep. Car moi, je reste en surface. Vous le sachez, mon cher, je suis superficielle. Et Scorpion, allez, 2 défauts pour le prix d'une jolie femme. Alors, Martin est né d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il n'a pas d'âge, puisque finalement, à 150 ans, il a déjà vécu plusieurs vies. C'est tout à fait vrai. Donc tu vas pas m'interrompre pour 150 ans pour donner ton vrai âge. Non, t'es le deuxième invité à nous faire le coup. Tu sais, la dernière fois, il y avait un journaliste pareil. Que tu n'as prononcé absolument aucun mensonge. Parmi les premières vies, j'en ai mis pêle-mêle. En plus, en me rattachant à des souvenirs que j'ai de conversations avec toi, alors certaines n'étant pas sobres, ça donne des choses assez bizarres. J'ai mis ado rebelle quitte la maison à 17 ans. Mais après, je me suis dit 15 ans. Bravo les lesbiennes. 15 ans, effectivement. Putain, c'était 15 ans. C'était 15 ans. Alors, tu peux me raconter vite fait le contexte? T'étais au collège, au lycée? J'étais au lycée, j'arrivais au lycée. Moi, j'avais demandé... À Paris, je me rappelle. Ouais, moi, je suis parisien, mais du coup, j'avais demandé à faire un lycée à Châtellerault. Alors, pas parce que j'aime Edith Cresson, mais parce que c'était le seul lycée de France à faire... Edith Cresson vient de Châtellerault? Ouais, c'était la mère de Châtellerault. Ouais, j'ai beaucoup d'informations inutiles comme ça, j'essaye de m'en débarrasser. Donc moi, je voulais faire un lycée à Châtellerault, qui est le seul lycée au Pion Art du Cirque de France. Ah, il y avait au Pion Art du Cirque. Ouais, et mon 10 de moyenne les a pas impressionnés plus que ça. Du coup, je me suis retrouvé à Bergson. Ah bah oui, je connais Bergson, évidemment. À Paris, dans le 19e. Et quand je suis arrivé et que j'ai compris qu'on avait passé tout le premier trimestre en cours de français sur l'autobiographie, je me suis dit non, ça va aller. C'est vrai, t'as fait le truc de coupure parce que juste ça te faisait chier les cours qu'il y avait? C'était même pas par rébellion envers les parents ou le système ou un truc complet? Mao, l'autobiographie, oui. C'est une histoire, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire de sa propre vie. Voilà. On peut effectivement lire 2-3 extraits. Il passait tout un trimestre. Non, moi, j'avais pas le temps, ça me faisait chier. Alors, je me suis cassé. Mais évidemment, tu te casses pas du lycée moi, j'avais 14 ans et demi, parce que je suis de la fin d'année. Je suis Scorpion aussi. Tu te casses pas du lycée comme ça, sans que tes parents ils te disent, bah oui, bien sûr, reste à l'hôtel, y a pas de problème, mon chéri. Donc, ça a forcément un peu complexifié les rapports avec eux. Et du coup, je suis parti assez vite. Et alors, pour moi, t'es parti aux États-Unis. À 18 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 14 et 18? Je rentre chez Act Up, je fais des manifs, il y a un mouvement lycéen, j'y participe, à la fin du mouvement lycéen, je rentre chez Act Up, texto. Donc j'arrive à Act Up, qui me dit, il y a un petit cabaret là-bas, il y a que des travelottes moches et pas drôles, vas-y, tu seras la plus belle et la plus drôle. Les gars me disent vraiment ça, et je les écoute, j'y vais, et c'est dans ces petits cabarets parisiens que j'ai commencé à me former dès l'âge de 15 ans. Alors je buvais pas d'alcool, et c'est comme ça qu'ils me laissaient un peu monter sur scène, parce que j'étais là, je vous jure, je bois pas d'alcool, je m'en fous, c'est de la merde d'alcool, j'en ai rien à battre de votre drogue de merde. Donc je montais et je chantais, c'est comme ça que j'ai rencontré Bambi, que j'ai commencé à rencontrer tous ces gens, et que je me suis dit, bah... Ok, j'ai trouvé ma maison. Et moi aussi j'avais noté que tu buvais pas d'alcool, t'en as donc jamais bu en fait? J'en ai... Ça a pu m'arriver. Mais c'est pas... Parfois, je peux faire des exceptions, genre à des enterrements de copains, genre... D'accord, c'est deep comme exception. Voilà, on peut boire une coupe de champagne, mais du coup, je suis rebou. Mais genre à une demi-coupe de champagne, c'est ridicule. C'est dingue, le monde du spectacle qui est rempli de dangers, de se mettre en danger et de rapports extrêmes à soi-même. Je suis bien placée pour en parler par rapport à moi. Et toi, t'es pas du tout sur ce penchant-là. Je pense que j'ai vraiment eu la chance de rencontrer cette merveilleuse association qui est Act Up Paris quand j'avais 15 ans, avec des gens absolument merveilleux à l'intérieur. Ouais. Je pense notamment à Gérald Sanchez, mais il y en a eu tellement d'autres. De ces gens qui m'ont vu arriver à 15 ans et qui m'ont vraiment appris et formé et donné des très bonnes bases. Moi, je dis
souvent que j'ai baffé de lycée, j'ai fait Act Up et c'est pas qu'une blague, et pour moi c'est très vrai parce qu'ils m'ont donné une base et ils m'ont appris à apprécier les choses de la vie sans trop me mettre en danger. À une période de la vie, on peut beaucoup se mettre en danger et ça m'a permis de garder je trouve un rapport à peu près sain avec tout un tas de choses où normalement, je serais plutôt dans ton équipe. Ok. Tu écris beaucoup depuis toujours et beaucoup de chansons, c'est même ton revenu principal. Ouais, c'est la moitié de mes revenus avec mon intermittence. Ouais. Et moi j'ai mis que tu étais devenu multimillionnaire en droit SACD parce que tu as coécrit l'album de quelqu'un de très connu, je sais pas si tu m'autorises à dire son nom. Alors c'est en droit SACEM, mais oui, j'ai participé au premier album d'Eddie de Pretto. Et au second également, je crois qu'il y a Non, pas au second. Pas au second, très bien. Bravo en tout cas pour les millions empochés à ce moment-là, puisque en plus le premier album... Milliards. Les milliards. Les billiards. Les billiards. De droit, SACEM. Bon, moi je trouve que le premier album d'Eddie est vraiment un chef-d'œuvre et ça m'étonne pas que tu y aies participé. Il y a une plume qui est magnifique, qui se lit tout au long de l'album. J'ai mis que tu avais créé en 2016 le cabaret de Poussière, car c'était le seul espace où tu pouvais exister tel que tu étais, parce que Madame Arthur voulait des créatures plus polissées. Tel endroit, fallait que ce soit moins politique. Alors non, pas du tout. Moi, j'ai jamais travaillé chez Madame Arthur. Déjà, le buzz, c'est Xavier Belin. Oui, j'ai dit que tu n'avais jamais voulu y aller. Ouais, mais pas parce qu'il voulait des choses polissées, parce que surtout là, depuis la rentrée, un spectacle sur deux, elles font la déclaration d'indépendance du Gouinistan libéré. Donc, on peut pas dire que ça soit toujours très polissé ou pas politique, Madame Arthur, comme tous les cabarets. Mais oui, c'est vrai que j'étais dans beaucoup de petits cabarets qui voulaient des choses un peu moins politiques que ce que moi j'avais envie de faire. Je peux être un peu sale gosse parfois dans ma façon de parler sur scène. Je peux aller titiller les gens, les confronter. Parfois, hier soir encore, ça m'a éclaté. On était face à une salle un peu dure de professionnels qui rigolaient vraiment pas. Il y avait vraiment des moments où on avait l'impression d'être en répète devant une salle vide. Et du coup, il y a un moment, j'ai fait exprès une blague un peu homophobe qui les a beaucoup fait rire tout d'un coup. Et du coup, je les ai juste torchés tout de suite en disant « Ah bah voilà, il suffisait de faire de l'humour homophobe. Et là, on vous entend. » Ce qui les a recalmés, évidemment, immédiatement. Mais voilà, donc je peux être un peu piquant comme ça. Et ouais, j'étais confronté à plein de patrons qui me disaient « Non, tais-toi. » Donc j'ai dit « Ok, ciao les moches. » J'ai monté mon truc. Aux Zèbres de Belleville, c'est quand même l'endroit historique, si je me trompe pas. Alors non, nous on a commencé dans un squat à Bastille, boulevard de la Bastille. Et alors à quelle époque, c'était quelle année? Alors ça c'était sur la saison 2016-2017, ah bah, okay, 2016. Où il a fallu tout installer parce que c'était l'ancien Pôle emploi international. Maintenant c'est un bricolex et donc il fallait tout créer, une scène, trouver des lumières, piquer un spot à Julie Desmonts, une sono à une copine. C'était le cabaret de la débrouille. Vraiment. Ça a toujours gardé d'ailleurs, je trouve, ce caractère authentique, ou même quand on foire sur scène, on s'en fout, c'est le cabaret de la débrouille. Bah ouais, on assume tout, mais ça c'est un truc, souvent au cabaret, on assume tout ce qui peut rater, tout ce qui peut à côté, parce qu'on assume d'être dans la vraie vie, dans la réalité, et tous ensemble dans la même pièce. Et donc on a commencé au squat, à faire des spectacles au chapeau, et à quand même pouvoir tous très bien se payer. Ensuite on a fait une année dans une cave sur l'île Saint-Louis, un quai Bourbon, qui était assez iconique, à faire un spectacle un mardi sur deux. Alors nous quand on y était, ça s'appelait Madame Louis, ça s'est longtemps appelé le Frampino. J'ai fait du stand-up là-bas. Il y a eu plusieurs noms à ce lieu. Le premier cabaret a été ouvert en janvier 1793 par une femme qui s'appelait Céline Renaud. 1793 ? Ouais. Pendant la Révolution française ? Ouais, par une femme qui s'appelait Céline Renaud et qui a fini guillotinée en juin 1793 parce qu'elle prévoyait un attentat contre Robespierre, comme quoi les cabarets ont toujours été politiques. Et ça, c'était vraiment une belle année à faire un nouveau spectacle toutes les 2 semaines, c'était la folie furieuse. Et à la fin de cette saison, on est arrivé aux Zèbres. Et on a fait, c'est notre maison depuis, après une petite incartade au Bataclan l'année dernière. Au Bataclan, ouais, qui était superbe. Ensuite, tu as aussi été chroniqueur à Radio Nova, avec qui tu as fait un podcast où tu as rencontré ta nouvelle meilleure amie, Mao, dans l'émission de Marie Bonisso, qui est une incroyable journaliste, évidemment, que l'on salue. Bon, Radio Nova, une anecdote à raconter? Quel était le moment le plus fun pour toi? C'était un grand truc de fierté, parce que Nova, c'était une radio de mon adolescence. Un de mes parrains s'appelle Léon Mercadet, était un des piliers de Nova et d'Actuel, et donc c'était une grosse émotion pour moi d'aller faire ça. Et en même temps, c'était tellement le chaos, on peut le dire. C'était l'année du confinement, tout était vide, on était guidé par personne, on savait pas quoi faire, on faisait des chroniques alors qu'on avait l'habitude de la scène, on se retrouvait devant Marie et Malo, le réalisateur de l'émission. Ouais, vraiment, c'était la solitude. 3 en studio. Heureusement, on avait des chouettes stagiaires. Ah ouais, qui était incroyable. Un big up à Matt aussi. Et heureusement, ils étaient là parce que ça a été une année compliquée. Mais moi, ce qui m'a permis de survivre, en fait, Radio Nova pendant ce moment-là. Mais moi, c'est une raison de me toucher, d'écrire. Et c'est la première fois que j'ai eu l'intermittence, c'est grâce à ça. Moi aussi. Mon intermittence, ma toute première intermittence après plus de 10 ans à galérer. Top là, bah pareil, tu vois.
Nova. Merci Radio Nova. Ouais. Nous avoir fait sortir de la rue. Prendre des douches. Et d'ailleurs, avec eux, j'ai fait un super podcast avec Radio Nova et la SACEM. C'est ça que je voulais dire. Qui s'appelle La Chose Oui. et qui est genre juste trop génial sur, vous allez découvrir le pire et le meilleur des chansons paillardes et grivoises du répertoire français. J'ai vu ça. Est-ce que, je pense que Audrey va pas mal revenir sûrement sur ton action cabaret de Poussière. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué quand j'y étais, et en tant que spectatrice et en tant qu'artiste, c'est que j'ai rarement vu un événement qui pouvait tenir autant beaucoup que sur une personne. C'est-à-dire que tu l'incarnes. Non, mais en plus, mais c'est pas du tout pour enlever la valeur des autres qui est immense, où c'est collectif et sans les autres ça ne peut pas avoir lieu non plus. Mais en sortant, j'étais un peu en mode genre c'est fou quand une personne se bouge et décide de créer un truc, ce que ça peut faire. Voilà, ça c'était mon compliment. Est-ce que y a un moment de ta vie que j'ai oublié, dont t'aurais voulu que je parle, où je donne le micro maintenant à mon cher Audrey? Et j'ai beaucoup voyagé, ça on l'a pas beaucoup dit, mais j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, T'as beaucoup d'amis, Europe. tu fais souvent des voyages, tu retournes les voir, tu y étais récemment. C'est ça, et beaucoup de gens que j'aime un peu partout sur cette maudite planète. Et voilà. C'est un voyageur genre 1815 quoi, quand tu vas quelque part tu t'y installes 3 à 6 mois, c'est pas un truc où t'as fait des voyages de touristes de 2 semaines. J'ai pu faire des voyages comme ça, oui effectivement je fais rarement des voyages de touristes de 2 semaines, mais j'aime bien toujours partir 2-3 mois, un peu souvent, toujours à l'arrache, sans thune, sans rien, et c'est un truc que, voilà, si t'es perdu dans ta vie, moi je dis toujours aux gens, c'est bien de partir loin, avec pas grand chose, tout seul, tout seul, c'est trop bien, ça change tout, et d'aller passer un peu de temps ailleurs, dans d'autres coins du monde, ça décentre, on se rend compte que certes on a un nombril mais c'est pas celui du monde, et qu'il y a plein d'autres gens et qu'au final on est tous différents et tous pareils. C'est très Miss France mais c'est très vrai, ça recadre un peu les idées. Il y a Barbara qui a une chanson qui s'appelle Les Voyages, qui est d'ailleurs écrite par un auteur québécois dont le nom m'échappe, mais Barbara Les Voyages, allez écouter ça, tout ce qu'elle dit est vrai, et si vous êtes du père dans votre vie comme on l'est tous en ce moment, genre cassez-vous, voyagez, revenez plus tard, ça ira mieux. Je confirme, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années, je suis partie seule quand ça allait pas trop, et ça a pas résolu tous mes problèmes, mais c'est vrai que ça recentre vraiment. Non, et puis ça donne des clés, ça donne des outils différents qu'on n'avait pas, et vraiment le voyage quoi, pas partir en touriste, essayer de réfléchir à comment on part et où et comment on y va, mais c'est vraiment ça change la vie. Je confirme. Bah alors moi du coup je vais te poser des questions un peu confidence pour essayer de mieux te connaître. Et moi je suis déjà allée 2 fois au cabaret de Poussière lorsque vous étiez tous au Bataclan. Et j'ai vraiment été étonnée et agréablement surprise du fait que le cabaret se renouvelait sans cesse. Ça change beaucoup de lieux, beaucoup de performeurs, de performances, de thématiques. Est-ce que c'est du fait que toi t'as la bougeotte, ou alors c'est juste le propre en fait du cabaret? Non, je pense que c'est le propre du cabaret, c'est assez drôle. Moi j'ai un petit côté archiviste, j'aime bien fouiller les archives, regarder ce qui se passe du côté de l'histoire, et c'est fou le nombre de fois, même pour des papiers parfois des années 50, 60, dans des guides sur les cabarets parisiens du 19e siècle, on retrouve toujours cette espèce d'angle du renouveau du cabaret, du oh là là, regardez la nouvelle vitalité des cabarets, c'était pas comme ça avant, mais maintenant ça y est, c'est reparti. Et c'est fou, tout le monde dit ça tout le temps, et je pense que c'est au final propre à quelque chose du cabaret qui est un jaillissement de la vie en fait, je pense, avant tout, une explosion de la réalité qui se sublime, qui se magnifie, qui se processe en groupe, et qui fait c'est une forme qui reste profondément pertinente puisqu'elle colle tout le temps à l'actualité, et qui fait aussi que c'est une forme qui peut parfois se démoder extrêmement rapidement. Quand j'ai fouillé dans les archives de la SACEM pour les chansons grivoises, il y a des chansons, c'est juste plus possible. Il y a des choses... Ça passerait pas quoi. Non. Et puis c'est pas que ça passerait pas, c'est qu'on a tellement changé de société, de paradigme depuis, qu'il y a des angles de vue qui sont complètement obsolètes maintenant aussi. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, parce que ça nous amène à comprendre une société, une époque, un moment. Je pense notamment au texte des chansons de Begin qui vont être jouées dans des lieux qu'on peut apparenter à des cabarets, à Saint-Pierre, à la Martinique, je pense notamment. Quand on voit les textes, c'est très drôle. Il y a des chansons en Begin qui parlent des candidats à l'élection, à la députation pour la prochaine élection législative en Martinique ou en Guadeloupe, et qui les nomment et qui parlent un peu de leur programme et qui se foutent un peu de leur gueule. Alors on écoute ça aujourd'hui, oui, c'est daté complètement, enfin on le rattache à rien, et en même temps c'est fou de se dire que c'était ça qu'on mettait en musique, c'était ça qu'on mettait en chanson, et qu'on faisait déjà des blagues sur les députés qui venaient nous expliquer la vie,
et comment fallait faire, et qu'il y avait cette réponse du bas peuple vers les puissants qui existait déjà. Donc voilà. Ouais, mais c'est trop intéressant. Mais justement, je rebondis sur ce podcast avec la SACEM, où du coup, je crois que c'est avec Nina Gatt. Nina Gatt, exactement. Ouais, c'est ça. Vous dénichez du coup des chansons paillardes du siècle dernier, donc dans le podcast qui s'appelle La Chose sur Radio Nova, c'est bien ça? Exactement. Et disponible sur toutes les plateformes, voilà, sauf les pétrolières. J'aime bien quand tu fais une voix sensuelle quand il s'agit de vendre quelque chose. Oh, oui. Parce que la sensualité, ça fait vendre. Alors pourquoi cette passion, justement, tu parlais aussi tout à l'heure d'archivage, cette passion pour dépoussiérer les vieilles choses, et d'ailleurs, le fait de dire dépoussiérer, ça me fait penser au cabaret de poussière et aussi à ton nom de scène. Pourquoi cabaret de poussière et pourquoi est-ce que tu aimes autant dépoussiérer les choses? Alors ça fait beaucoup de réponses à la fois et je suis vraiment pas organisé dans mon esprit, mais déjà j'aime beaucoup dépoussiérer les choses. Je m'en fous de dépoussiérer les choses si elles sont de la poussière dessus, c'est pas forcément mal, mais j'aime bien les regarder, l'histoire, regarder d'où on vient. Ça nous permet de savoir un peu d'où on va. Je sais plus qui dit ça, mais tout le monde a paraphrasé un peu ce genre de phrase. Si tu connais pas ton passé, comment savoir ton futur ou ton présent? Exactement. Et Manu, tu descends. Pourquoi? C'est ton destin. Et je pense que c'est important d'aller regarder ce qui s'est fait avant nous, ce qui s'est dit avant nous, quelles ont été les réponses qu'on a pu y trouver, quelles ont été les réponses qu'on n'y a pas trouvées, justement. Comment on peut mieux faire, comment on peut améliorer ce qui a été déjà fait. C'est comment parfois ce qui s'est passé peut nous éclairer. Je pense que c'est extrêmement important et en plus je suis un grand insomniaque et donc j'ai besoin de m'occuper pendant la nuit et du coup je lis et je suis curieux et donc je vais chercher des choses et j'essaye de comprendre et je m'ennuie jamais à découvrir des trucs et par le cabaret et par ce podcast et d'autres formes, je me rends compte que quand je transmets ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu capter, je me rends compte que les gens, ça les intéresse et qu'on nous en parle peu dans le reste de la société parce qu'on se dit, faut pas faire chier les gens. Mais en fait, quand Clara Brightman vient nous faire une conférence de 10 minutes sur l'histoire des prisons parisiennes, sur l'histoire de la Guadeloupe ou l'origine du bigophone, ça passionne les gens. Sur le redoublement en chemeux dans le yiddish et son influence sur l'anglais américain du Nord-Est et toutes les implications culturelles, politiques que ça peut avoir et tout ce que ça dit de nous sur tout un tas de choses. Ça passionne les gens. Quand on parle à l'intelligence des gens écoutent et les gens sont là. Donc oui, il faut parler à l'intelligence des gens. Je cherche des choses, je les trouve sympas, j'ai envie de les transmettre et je me rends compte que ça marche. Donc voilà pourquoi je le fais. Ok. Et pourquoi la poussière? Alors déjà moi mon nom de poussière, moi j'ai une admiration sans borne. Je sais plus très bien comment. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où il y avait des belles bibliothèques et donc je suis tombé assez vite dans la poésie de Maya Angelou. Et au début de mon adolescence, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait David Bowie, alors par ses CD, pas du tout en vrai. Et un jour, en lisant un poème de Maya Angelou qui disait « Pourtant, comme la poussière, je m'élève », il y a une espèce de match qu'a fait et j'ai dit ok, ce sera Dust and Still Like Dust I'll Rise, que je me suis fait tatouer sur le bras il y a des années. Donc ça vient d'un poème qui t'a touché. Ouais, ça devient un poème qui m'a beaucoup touché parce qu'en plus la démarche de Maya Angelou, je la trouve très forte et très puissante. Je trouve qu'elle est précurseur de beaucoup de choses dans la lutte contre le sida, d'une parole à la première personne, une prise de parole à la première personne pour raconter son histoire, d'où on vient, ses luttes, ses errements, ses questionnements à l'intérieur de ses luttes. Enfin, pour moi, Maya Angelou, c'est vraiment quelqu'un d'essentiel dans notre siècle. Et pour le cabaret, je trouvais que c'était chouette parce que la poussière, c'est à la fois une chose, c'est la poussière, et en même temps, c'est forcément constitué d'énormément de petits bouts, de petits débris de choses, de matières synthétiques, de peau humaine, de morceaux de cheveux, d'un peu de tout ça. Et je trouvais que c'était une belle métaphore pour ce qu'on faisait au cabaret. C'est vrai. Bien, super. Et tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de renouveau, de renouvellement sans cesse, hyper fréquent du cabaret. Est-ce que toi, tu penses que aujourd'hui il y a un renouveau? Parce que c'est vrai qu'en faisant des petites recherches, j'ai encore vu par exemple que le cabaret de poussière renouvelait le genre, renouvelait le cabaret. Est-ce qu'il y a vraiment un renouveau du cabaret? Alors non, moi je pense que, en tout cas, ce qu'on fait à Poussière n'est absolument pas un renouveau à proprement parler. On est, au contraire, on s'inscrit vraiment profondément dans une démarche traditionnelle à Paris depuis déjà plusieurs siècles. Effectivement, on diffère un petit peu d'un lieu comme le Moulin Rouge, mais qui représente le cabaret sous sa forme de grande revue, qui existe aussi et qui est effectivement différente de nous, mais qui est quelque chose de beaucoup plus récent, qu'apparaît dans l'après-guerre, avec notamment les allers-retours de Lynn Renaud entre Las Vegas et Paris,
Paris où elle fait des grandes revues au Casino et Las Vegas où elle présente des revues parisiennes. Et donc c'est un peu, aujourd'hui, ces grandes revues qu'on voit en France sont le fruit de ça, de cette rencontre entre un art très parisien, très français et une façon très américaine de présenter les spectacles. Mais nous, ce qu'on fait n'est absolument pas nouveau. On est vraiment dans une démarche purement traditionnelle des cabarets parisiens, c'est-à-dire de montrer les artistes parisiens tels qu'ils galèrent, tels qu'ils vivent aujourd'hui à Paris, tout en leur laissant une liberté de parole, de gestes, de mouvement absolument totale et absolue. Puisque c'est une des conditions du cabaret. Mais aujourd'hui, ce qui existe, par contre, c'est une nouvelle prise de pouvoir de la part des artistes, qui n'est pas la première dans l'histoire des cabarets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de troupes se constituer, sans forcément de patron, ou des espaces se créer avec énormément de liberté, centrés d'abord sur les artistes, avant de se centrer sur des histoires de rentabilité ou de profit, avec des démarches profondément artistiques. Je pense au cabaret Vénus Noire de Michel Thibola. Je pense à La Bouche, bien sûr, le cabaret queer autogéré Porte de Clignancourt. Je pense au cabaret Le Secret de Monsieur K. Nous aussi au cabaret de Poussière, dans une certaine mesure. Et bien d'autres lieux. Je pense aussi à la Sirène à Barbe à Dieppe, qui, même s'ils ont un patron, est quand même... c'est un patron qui est aussi artiste et qui est aussi sur scène et qui est dans une démarche artistique de laisser de la liberté à ces artistes de faire ce qu'ils ont envie d'y faire. Donc c'est peut-être ça qui se passe là ces dernières années et qui fait un peu parler les journalistes. Il y a beaucoup de choses qui font parler les journalistes. Mais et du coup, je m'interrogeais beaucoup sur le processus de création de chaque interprétation. Est-ce que c'est toi, par exemple, qui choisis les artistes, les performances ? Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, pour qu'il y ait autant de renouveau à chaque numéro ? Alors, c'est effectivement moi qui choisis les artistes, en discussion avec, bien sûr, toujours l'orchestre, Xavier Belin, Di Wang, Laure Sanchez, Simon Lemonnier, et avec, bien sûr, Clara Reitman, notre metteuse en scène. Mais c'est effectivement moi qui choisis les artistes et ensuite ensemble on constitue les spectacles. Après je sais pas, peut-être t'as un numéro en particulier qui t'a marqué que je peux te raconter, parce que nous comme on crée des numéros tous les mois, ça change tout le temps en fait. Donc le processus est différent. Il y a des fois des artistes qui nous ramènent des choses, des fois c'est nous qui nourrissons les artistes. Parfois moi j'écris un numéro entier ou une chanson complète pour un artiste. Parfois on fait choisir dans notre répertoire existant aux artistes, on dit voilà toutes les chansons, est-ce qu'il y en a une qui te plaît? J'ai une amie qui a participé il y a pas longtemps, en plus de Mao, mais Sophie Solivo du coup. Oh l'incroyable, notre maître. C'est ma chef de cœur. Solivo. Non mais la gagnante du siècle, la winner du siècle, vraiment grosse winneuse, incroyable. Maître Sophie Solivo. Ouais, du coup je fais partie d'une chorale afroféministe et c'est la chef de chœur de cette chorale qui s'appelle Marie Mananga. Et j'ai pas pu venir voir du coup quand elle était là. T'as manqué. Je sais. T'as manqué. Mais du coup, peut-être que tu peux nous parler de justement ce processus créatif-là. Comment ça s'est passé ? Le PLS intergalactique. Alors, c'est pas très représentatif et en même temps si, parce que là, pour le coup, c'est vraiment l'artiste qui nous a nourris. C'est vraiment Sophie qui est arrivée avec déjà une démarche, avec déjà un répertoire, des chansons, un propos dans tout ce qu'elle fait artistiquement, qui nous plaisait, nous parle beaucoup, parce qu'en plus, on a des démarches assez similaires à plein d'aspects. Donc c'est vraiment Sophie qui a apporté une chanson, un chant traditionnel issu du vaudou haïtien, dans un arrangement de Toto Bicinte, qui était absolument splendide, qui parlait des morts dans l'Atlantique lors de la traite humaine durant l'esclavage, et plus particulièrement les enfants morts au fond de l'Atlantique, et qui reposent encore aujourd'hui au fond de l'Atlantique. Donc c'était une chanson très forte, et que Sophie faisait d'abord chanter le public, comme elle le fait souvent. Exactement. Incroyable. Et ensuite elle était accompagnée de tout l'orchestre, mais qui ne jouait pas leurs instruments, mais c'était mis en arc de cercle autour d'elle et harmonisait la chanson à la voix et faisait quelques percussions corporelles. Un moment absolument splendide et incroyable. Et toujours très spirituel, je trouve. Très très spirituel. Et puis ensuite, elle nous faisait une chanson à la harpe. Et c'était encore... J'ai l'impression que vous parlez d'un dessert des dieux. Mais mais c'était hallucinant, mais t'imagines même pas. C'était une dinguerie. En plus, elle a une façon de caresser son instrument qui est unique. Elle a une puissance, une présence. C'est la seule fois au cabaret de Poussière où tous les soirs, on a eu une standing ovation au même endroit, au même moment, avec la même intensité. Enfin,
Enfin, les salles, ça change d'un soir sur l'autre, c'est différent. Les publics reçoivent les choses différemment. C'est pas parce qu'ils se lèvent pas qu'ils ont pas aimé, loin de là. Oui. Mais là, il y avait vraiment cette même réaction à chaque fois organique du public, de waouh. Et alors, j'en profite du coup pour vous dire que je vais pas du tout prêcher pour ma paroisse, mais pour celle de Sophie Soliveau. Alors, elle a terminé sa campagne de financement participatif pour son premier EP et elle a explosé les scores et c'est très bien. Mais il y a un scandale sur cette basse terre, c'est que Sophie Soliveau ne possède pas de harpe, parce qu'une harpe à pédale, pas une harpe celtique, mais une harpe à pédale, ça coûte 70 000 €. Donc, on est à la recherche de quelqu'un, parce qu'il y a des gens, parfois, qui viennent de familles aisées, qui, quand ils sont enfants, ils font de la harpe, donc les parents achètent une harpe, mais quand ils grandissent et qu'ils déménagent de chez les parents, ils emportent pas la harpe, parce que c'est quand même grand, et donc la harpe, elle reste chez les parents à prendre la poussière. Si vous avez une harpe qui prend la poussière chez vos parents, contactez les mains dans la pop, qui fera suivre à Sophie Soliveau. C'est vraiment important. Carrément. On sait que ça existe. C'est ma nouvelle marotte maintenant. À chaque fois qu'on m'offre un micro, j'en parle. Parce que vraiment, on sait qu'il y a des harpes qui prennent la poussière en France et je sais que vous avez envie qu'on joue votre harpe. Allez découvrir Sophie Soliveau, Sophie avec un Y. Oui, exactement. C'est vraiment une personne incroyable, un maître de la musique, notre maître, mon maître en tout cas. Vraiment, je confirme, allez regarder le travail de Sophie Soliveau, qui pour moi est vraiment une artiste extraordinaire. Et du coup, c'est ma dernière question. Il y a pas longtemps, j'ai vu que tu étais l'invité de Qui est Miss dans Rends la joie sur Mediapart. Qui est Miss aussi, voilà. Bon, on parle quand même que de belles personnes. Oh, mais que des gens incroyables. Oui. C'est vrai. Et du coup, et ça me fait penser au fait que ton travail est très aussi centré autour de l'humour, de l'autodérision, de la joie. Tout ça, est-ce que pour toi, c'est nécessaire dans ton travail artistique, dans ta lutte politique ? Ah non, mais la joie, c'est pas une histoire de est-ce que c'est nécessaire ou pas. La joie, c'est tout. De l'entretenir en tout cas. La joie, c'est tout. On oublie parfois, surtout, on est une génération pas très optimiste de façon générale. On a des moments, hein, on prend de l'AMD et tout d'un coup tout va bien, mais dans l'absolu, c'est pas dingue non plus, quoi. Et on a tendance à oublier, mais la joie, c'est tout. Ça doit être notre seul guide, ça doit être notre seule lumière. Si on se bat, si je suis en colère, moi, mais c'est par et pour ma joie. Et c'est grâce à ma joie. Je sais pas comment le dire, mais si je milite contre les frontières, si je trouve que les frontières sont une aberration de l'espèce humaine, si je pense que les frontières ne devraient pas exister, c'est parce que je crois qu'on devrait pouvoir bouger partout. Et pourquoi on devrait bouger partout ? Mais pour être à l'endroit qui nous procure de la joie, où on est en paix. Et tout est comme ça. Pourquoi on milite pour l'égalité des droits ? Au final, au fond du fond, mais c'est pour avoir accès à la joie, à la paix, tranquille. Si on veut, je prends un exemple, je sais pas, mais de la contraception. Si on veut l'accès à la contraception, mais c'est pour pouvoir baiser tranquille, pour pouvoir être maître de nos corps, en paix, et sans commencer à se prendre le chou, à s'inquiéter de est-ce qu'on va choper des maladies, est-ce qu'on va choper des enfants, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non. Si on se bat, c'est avant tout pour la joie. Et ça doit être que ça, notre moteur dans la vie. Et je crois à la joie. Je crois à la joie comme un outil politique. Il n'y a rien qui rend Christine Boutin plus triste et énervée que de voir de PD ou de Gwyn joyeuse. Eh ben, soyons joyeux. Ils n'auront pas notre misère, ils n'auront pas notre tristesse, ils nous font vivre assez d'horreur au quotidien, tout le temps. On va pas en plus leur donner nos larmes. Nos larmes, elles nous appartiennent, elles sont pour nous, elles nous guérissent, mais c'est chez nous. On leur donnera que notre joie. C'est super beau ce que tu dis. Donc, Qui Miss disait que j'en avais discuté avec elle et elle me disait que pour elle, la colère c'était la joie frustrée et c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'on est en colère quand on n'a pas accès à cette joie en fait. Et en même temps, moi je crois très fort que la colère est un cadeau. Je crois très fort que de positif aussi. La colère, pas tout le temps, pas dans tous les contextes, pas chez tout le monde, mais je crois que chez nous et chez toutes les personnes minorisées, il faut pas sous-estimer la puissance et l'importance et la justesse de nos colères et de ces colères, et qu'on a le droit d'être en colère et que c'est nécessaire et que ça peut être un moteur pour se lever le matin, et tant mieux. Mais il faut jamais oublier que derrière et que l'objectif, c'est notre joie. Et c'est vers elle qu'on va en chantant. Merci pour ce mot de la fin, tout en joie. Merci Martin. Moi, je vous aime. Pareil. Zème.